les CD sont de retour. Et le plus étonnant, c'est qu'ils ne reviennent pas exactement pour les raisons que beaucoup imaginent. Pendant des années, on a tenu pour acquis que le disque compact appartenait au passé, qu'il n'était plus qu'un objet brillant venu d'une autre époque, enterré quelque part entre le streaming, les playlists et la commodité du smartphone. Mais la réalité est bien plus intéressante. Le CD a décliné, oui. Il a été balayé par Internet, par le MP3, par l'iPod, puis par des plateformes comme Spotify, mais il n'a pas disparu. Et aujourd'hui, à un moment où il semblait ne plus avoir sa place, il a trouvé une nouvelle vie. Peut-être plus comme roi absolu, mais bien comme un format qui redevient très important. Pour comprendre pourquoi cela arrive, il faut revenir au début, au moment où le CD promettait de tout changer, à la manière dont il a dominé la musique pendant des années, à la façon dont l'industrie elle-même a contribué à sa chute et aux raisons pour lesquelles, aujourd'hui, contre toute attente, il retrouve une importance considérable. Pour beaucoup de gens, le CD n'était pas simplement une manière d'écouter de la musique, c'était un but en soi. C'était ce disque que tu t'offrais après avoir économisé un peu pour le ramener chez toi et le mettre sur la chaîne hi-fi. Ce n'était pas quelque chose d'invisible dans une application. Tu le touchais, tu l'ouvrais, tu regardais le livret, tu lisais les crédits et tu avais la sensation d'avoir acheté quelque chose de réel. Et c'est pour cela que le CD a laissé une empreinte si forte. Il n'est pas arrivé comme un format de plus, il est arrivé comme une promesse d'avenir. À une époque où écouter de la musique en dehors de chez soi impliquait encore pas mal de limites, le compact disque est apparu avec quelque chose qui, pour l'époque, relevait presque de la science-fiction, un son numérique, un accès immédiat aux pistes, une vraie durabilité et une impression de modernité qu'il était difficile d'égaler dans les années 80. Sony n'a pas été un simple acteur secondaire dans cette histoire, elle en a été l'un des principaux architectes. Avec Philips, l'entreprise a développé le CD à la fin des années 70 et, en 1980, les deux groupes ont défini ensemble le standard commun. Le format a fait ses débuts au Japon à la fin de 1982 et, peu après, en 1983, il a commencé à se populariser dans le monde entier. Elles n'ont pas seulement créé le support, elles ont aussi conçu les lecteurs. Elles contrôlaient chaque maillon de l'écosystème. Elles détenaient les licences, la technologie et l'infrastructure nécessaires pour faire avancer le marché du CD sur tous les fronts. Autrement dit, elles se trouvaient dans une position idéale pour tirer des bénéfices économiques du succès du format sous presque tous les angles. Et quand le CD a commencé à décoller, Sony était déjà une puissance installée de l'électronique grand public. La marque était très respectée et avait déjà marqué l'histoire, notamment en révolutionnant la manière d'écouter la musique avec le Walkman, qui avait transformé l'écoute portable en phénomène culturel. Le problème, c'est qu'avec un pouvoir aussi important dans l'industrie musicale, l'entreprise exerçait, grâce au CD, un contrôle presque absolu sur le format. Grâce aux licences qu'elle détenait, elle gagnait de l'argent sur chaque disque et sur chaque lecteur mis sur le marché. Son influence sur la musique et sur sa distribution était énorme. Et cette domination a fini par se transformer en volonté de contrôler le prix que les gens devaient payer. C'est à ce moment-là que Sony s'est retrouvé mêlé à un scandale très typique de cette époque, la fixation des prix. Que pouvait-on dire de Sony à ce moment-là ? Que pouvait-on dire de la grande star de l'économie japonaise ? Au milieu des années 90, les CD dégageaient des marges bénéficiaires extrêmement élevées. Ceux qui ont connu cette époque s'en souviennent. Les albums coûtaient 15, 18 et même 20 $. Avec le temps, cela a commencé à éveiller les soupçons. En 2000, plusieurs États américains ont engagé des poursuites contre Sony et d'autres grandes maisons de disques. L'accusation portait sur ce qu'on appelait le prix minimum annoncé, connu sous le nom de MAP, un système qui empêchait les magasins de faire la publicité de disques en dessous d'un certain prix. En théorie, les commerces pouvaient les vendre moins cher. Mais quand Sony et le reste du cartel du CD ont vu que certains essayaient de le faire, ils ont réagi durement. Retrait du soutien promotionnel, coupure des approvisionnements et, dans certains cas, suppression de l'autorisation de vendre ces disques. Donc, techniquement, un détaillant disposait d'une certaine liberté. En pratique, s'il s'écartait du prix imposé, il risquait de se retrouver sans stock. Le résultat final ?
Sony et les autres maisons de disques n'ont jamais reconnu avoir commis quoi que ce soit d'illégal, mais elles ont tout de même fini par accepter un accord transactionnel de 143 millions de dollars. Ce qui était frappant, c'est qu'on a estimé que les consommateurs avaient payé environ 800 millions de dollars de trop. Mais même après avoir payé les sanctions, l'activité restait rentable pour elles. Et le plus surprenant, c'est que pendant que le public protestait contre ces prix abusifs, Sony a décidé d'aller encore plus loin. L'entreprise a tenté de remplacer le format même qu'elle avait contribué à créer par un autre qu'elle pourrait contrôler encore davantage. Avec le mini-disque, Sony a essayé de déplacer le combat sur un autre terrain. Ce n'était pas un format que le public réclamait avec insistance, mais pour l'entreprise, il présentait un avantage très clair. Cette fois, le contrôle pouvait être bien plus grand. Avec le CD, Sony avait partagé la création du standard avec Philips. Avec le mini-disque, en revanche, l'idée était de construire un système beaucoup plus fermé, beaucoup plus dépendant de ses propres règles et bien plus favorable à sa stratégie. Il ne s'agissait pas seulement de lancer un nouveau support musical. Il s'agissait de concevoir un environnement complet dans lequel Sony aurait le dernier mot. Et ce contrôle couvrait pratiquement tout, le format lui-même, les disques vierges, les lecteurs, et même la manière dont l'utilisateur interagissait avec la musique à l'intérieur de cet écosystème. Rien n'échappait vraiment à ce système. Au fond, ce que Sony cherchait, c'était à réduire l'un des grands problèmes que le CD avait créé pour les maisons de disques, la facilité avec laquelle il pouvait être copié. Parce qu'une fois que la musique entrait dans l'ordinateur, il devenait possible de l'extraire, de la convertir en fichier MP3 et de la dupliquer sans perte réelle dans l'usage quotidien de la majorité des gens. Du point de vue de l'industrie, c'était un cauchemar. Du point de vue du consommateur, c'était la liberté. Ce qui est intéressant, c'est que même si le mini-disque ne s'est pas imposé comme Sony l'espérait, ce ne fut pas un échec total partout. Au Japon, il a trouvé sa place. Là-bas, il a bien fonctionné et, pendant un temps, il a réellement marché. Mais en dehors du Japon, l'histoire a été très différente. Dans la plus grande partie du monde, il n'est jamais devenu une option dominante ni un remplaçant sérieux du CD. Il a eu une présence, il a eu ses adeptes, il a bénéficié d'une image de produit de pointe. Mais il n'a pas réussi à transformer le marché en profondeur. Le problème pour Sony, c'est que lorsque ce pari n'a pas donné le résultat attendu, l'entreprise n'a pas réagi avec modération. En voyant que le mini-disque n'allait pas remplacer le CD et que le compact disque continuait à se vendre, elle a décidé de durcir encore davantage sa manière de protéger le marché. Et c'est là qu'est arrivée l'une des décisions les plus contestables de toute cette histoire. Certains CD commercialisés par Sony BMG ont commencé à inclure, de manière cachée, des logiciels malveillants. Et il faut le dire sans l'édulcorer, parce qu'ici, il ne s'agit pas d'un simple désagrément technique. Ces disques ont fini par installer un rootkit sur certains ordinateurs, autrement dit, un programme conçu pour se cacher dans le système et passer inaperçu. Le plus grave, c'est que ce logiciel pouvait s'installer sur la machine même, lorsque l'utilisateur ne voulait rien installer. Et une fois en place, le retirer n'était pas du tout simple. Cet épisode a été si grave qu'il est devenu l'un des plus grands scandales technologiques et musicaux de ces années-là. L'affaire a éclaté à la fin de 2005, quand Mark Russinovich, connu pour son travail sur des outils de diagnostic système, a analysé ce qui se passait et l'a exposé publiquement. À partir de là, il n'a plus été possible de minimiser la gravité du problème. Le problème n'était pas seulement que Sony essayait d'empêcher les copies. Le problème, c'est qu'elle franchissait une ligne extrêmement sensible en introduisant un logiciel caché dans les ordinateurs d'utilisateurs ordinaires. Et lorsqu'une entreprise fait quelque chose comme ça au nom de la protection des droits, les dégâts pour son image peuvent être énormes. C'est exactement ce qui s'est passé. Ce qui est à la fois inquiétant et frappant, c'était que ce malware n'était pas introduit dans des albums très populaires. On le trouvait généralement sur des disques d'artistes probablement écoutés par des personnes plus âgées, pas forcément expertes en technologie. Un profil de consommateur qui avait moins de chances de se rendre compte qu'un CD de musique pouvait installer un logiciel caché. L'une des théories, donc, c'est que Sony testait peut-être cela pour voir jusqu'où elle pouvait aller. Quoi qu'il en soit, l'opération s'est très mal terminée pour elle et le choc réputationnel a été immense. Mais revenons au début, au moment de l'essor du CD.
Avant l'existence du CD, bon nombre des contraintes liées à l'écoute de la musique étaient tellement normalisées qu'on ne les remettait presque même pas en question. Le vinyle et la cassette dominaient le marché à la fin des années 70, mais tous deux obligeaient à vivre avec des limites très claires. Le vinyle pouvait très bien sonner, oui, mais cela dépendait beaucoup de la chaîne, du soin apporté au disque et de l'état du diamant. La cassette offrait quelque chose qui avait alors énormément de valeur, le fait d'emporter la musique avec soi, mais elle demandait presque toujours quelque chose en échange. Du souffle, de petites variations de hauteur, de l'usure, et cette impression que plus on utilisait une bande, plus il devenait évident que ce n'était pas un format vraiment parfait. Même faire une simple compilation maison avait son prix, car chaque copie perdait un peu par rapport à la précédente. Personne ne se promenait dans la rue en disant qu'il fallait un format numérique impeccable, mais le marché sentait depuis longtemps qu'il fallait une meilleure solution. Et au moment même où l'analogique commençait à trop montrer ses coutures, quelque chose est apparu qui semblait venir du futur. C'est ici qu'entrent en scène Sony et Philips. Après des années de développement commun, elles ont lancé le CD en 1982 et mis sur la table une promesse très forte pour l'époque. Lecture par laser, accès immédiat aux pistes et support qui, au moins en théorie, ne subissaient pas l'usure typique des formats précédents. Sur le papier, c'était une révolution. Et dans un certain sens, ça l'a été. Le standard technique qu'elles ont fixé s'est établi à 16 bits et 44,1 kHz, une base si solide qu'elle reste encore aujourd'hui la référence du CD audio. Le problème, c'est que comme pour presque toute nouvelle technologie, entrer dans cet univers coûtait de l'argent, beaucoup d'argent. Les premiers lecteurs ont atteint environ 900 ou 1000 $ sur les marchés occidentaux. Donc ce n'était pas un achat impulsif. Il fallait être vraiment lassé de la cassette, avoir un budget conséquent ou faire partie de ces premiers passionnés qui voulaient en monter avant tout le monde dans le prochain grand saut technologique. Et malgré cela, le démarrage n'a pas été une victoire instantanée. Les premiers auditeurs n'ont pas tous réagi de la même manière. Certains ont été fascinés par la propreté du nouveau format et d'autres l'ont trouvé un peu rigide, un peu froid, moins accueillant que ce qu'ils écoutaient jusque-là. C'était logique, ils ne changeaient pas seulement le support, ils changeaient aussi la manière de percevoir le son. Mais il y avait un avantage qui finissait par peser lourd. Un CD pouvait être lu encore et continuer à offrir pratiquement la même expérience. On pouvait aimer ou non son caractère, mais il ne se dégradait pas à l'usage normal, comme les autres formats. Et lorsque le public a commencé à s'en rendre compte, tandis qu'en parallèle les lecteurs commençaient à baisser de prix, le changement a cessé de sembler une curiosité coûteuse, pour devenir une transition irrésistible. C'est là que l'ancien équilibre du marché a commencé à se briser pour de bon. À la fin des années 80, le CD n'était déjà plus une promesse. Il était devenu le format dominant. La cassette a commencé à perdre du terrain rapidement et, dans de nombreux magasins, l'espace consacré au vinyle a diminué. Les maisons de disques ont tout de suite compris qu'elles avaient devant elles une énorme opportunité. Non seulement elles pouvaient vendre de la musique nouvelle dans un format qui paraissait moderne et supérieur, elles pouvaient aussi revendre d'anciens albums en encourageant le public à les racheter en CD. Beaucoup de personnes possédaient déjà leurs disques préférés en vinyle et, avec l'arrivée du disque compact, elles ont décidé de les acheter une seconde fois dans ce nouveau format. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Énormément de gens ont reconstruit leur collection, album après album. Pour l'industrie, c'était le scénario parfait. Une nouveauté technologique, des marges bénéficiaires attrayantes et des consommateurs prêts à payer 2 fois pour la même musique. L'ampleur du phénomène a été gigantesque. En 1999, les ventes mondiales de CD ont atteint environ 2,4 milliards d'unités. Un chiffre qui permet de comprendre à quel point le format avait colonisé le marché de la musique. Et pendant ce temps, Sony et Philips continuaient à profiter d'une invention qu'elles avaient contribué à transformer en standard mondial. L'industrie était ravie. Le CD était facile à vendre, rentable et massif. Cela semblait être le système parfait. Et c'est précisément pour cela que ce qui est venu ensuite est si révélateur. Très souvent, quand une technologie semble avoir gagné pour toujours,
c'est justement à ce moment-là qu'elle commence, sans le savoir, à préparer sa propre chute. Et dans le cas du CD, cette chute n'a été ni lente ni élégante. Elle était bien plus rapide que la plupart des gens ne l'imaginaient lorsque le format était au sommet. À la fin des années 90, l'industrie musicale mondiale a atteint son point culminant. En 1999, les ventes mondiales de musique enregistrées ont atteint environ 40 milliards de dollars, le niveau le plus élevé jamais enregistré jusque-là. On avait l'impression que le CD avait gagné pour toujours et que l'industrie disposait d'un modèle parfaitement sécurisé. Mais au moment même où tout semblait le plus solide, le changement qui allait tout bouleverser a commencé. Copier de la musique n'était pas une nouveauté. Les gens le faisaient depuis des années avec des cassettes, en enregistrant des chansons de la radio ou en s'échangeant des compilations maison. Ce qui était nouveau, ce n'était pas de copier. Ce qui était véritablement nouveau, c'était de pouvoir le faire sans cette perte de qualité qui auparavant était inévitable. Et c'est là que les règles du jeu ont complètement changé et que la porte s'est ouverte à la crise du CD qui allait suivre. Le MP3 a été l'une des clés de cette transformation. Soudain, une chanson qui occupait auparavant l'espace physique d'un disque pouvait devenir un fichier bien plus petit, maniable et facile à déplacer. Et quand la musique devient une donnée, elle commence à se comporter comme n'importe quel autre fichier. On peut la dupliquer, la stocker, l'envoyer à nouveau et la partager avec une facilité que le monde physique ne pouvait pas égaler. Et comme Internet faisait déjà son entrée dans le quotidien de millions de personnes, il devenait bien plus pratique d'envoyer des chansons à travers le réseau que de mettre un CD dans une enveloppe et de faire confiance au courrier postal. Puis, Napster est arrivé. Il n'a pas inventé le piratage, mais il l'a transformé en quelque chose de massif, rapide et étonnamment pratique pour l'époque. Ce qu'il a fait, c'est supprimer la friction. Soudain, obtenir de la musique a cessé d'être une tâche lente ou technique pour devenir accessible à n'importe qui, disposant d'une connexion domestique et d'un peu de patience. Pour la première fois, les maisons de disques ont vu la distribution leur échapper des mains. Jusqu'à ce moment-là, elles pouvaient contrôler le produit, le prix et le canal. Avec Napster, ce contrôle a commencé à se dissoudre. Et quand les gens ont découvert qu'ils pouvaient accéder à la musique gratuitement, ils ont commencé à se poser une question qui, pour le CD, était dévastatrice. Si je peux obtenir la chanson sans acheter le disque, pourquoi continuerais-je à l'acheter ? Napster a fini par être fermé en 2001 après ses batailles judiciaires, mais l'idée qu'il avait mise en marche ne pouvait déjà plus être arrêtée. Apple a tout de suite compris que le changement ne consistait pas seulement à écouter de la musique numérique, mais à transformer complètement la relation avec elle. En 2001, elle a présenté l'iPod avec cette idée aussi simple que redoutable, emporter 1000 chansons dans sa poche. À partir de là, la musique a cessé de dépendre du support physique et a commencé à tourner autour du stockage. Ce qui comptait désormais, ce n'était plus tant le format extérieur que le fait d'avoir sa bibliothèque avec soi. Et quand Apple a lancé l'iTunes Music Store en 2003, elle a ajouté la pièce suivante: il n'était plus nécessaire d'acheter un album entier pour obtenir une seule chanson. On pouvait payer uniquement pour le morceau qu'on voulait. Ce changement a été énorme parce qu'il a affaibli l'album comme unité fermée. Jusqu'alors, un disque pouvait tenir grâce à 2 ou 3 chansons fortes et plusieurs morceaux de remplissage. Avec l'achat à la piste, cela est devenu beaucoup plus difficile à défendre. Le CD avait achevé la cassette, mais l'iPod et iTunes ont commencé à achever à la fois le CD et la logique même de l'album physique. Et quand il semblait que le coup était déjà assez dur, l'étape suivante est arrivée. Spotify est né en 2006 et a été lancé officiellement en 2008. À partir de là, ce n'était plus seulement l'idée d'acheter des disques qui se brisait. C'était aussi l'idée même d'acheter des chansons qui commençaient à se dissoudre. Le modèle s'est encore transformé. D'abord, tu n'as plus eu besoin d'un CD parce que tu pouvais télécharger une chanson. Ensuite, tu n'as même plus eu besoin de ce téléchargement parce qu'il suffisait d'ouvrir une appli et de payer un abonnement. Tout au long des années 2010, le streaming s'est rapidement étendu dans le monde entier et a fini par devenir la principale source de revenus de l'industrie musicale mondiale. Vers le milieu de la décennie, le streaming représentait déjà la plus grande part des revenus mondiaux. De son côté, le CD a continué à perdre de l'importance à l'échelle internationale,
et a cessé d'être un pilier du marché mondial pour n'occuper qu'un rôle clairement secondaire. Mais pendant que le CD s'effondrait commercialement, autre chose, plus silencieuse, était en train de se produire. La manière d'écouter la musique est devenue beaucoup plus passive. Passer d'une chanson à l'autre est devenu un geste automatique. Les playlists ont commencé à prendre la place qu'occupaient autrefois les albums et, d'une certaine façon, elles ont aussi hérité d'une partie de ce que représentait autrefois la mixtape ou le CD gravé. La différence, c'est que désormais, tout était beaucoup plus facile, trop facile. Il n'y avait plus besoin d'attendre, d'enregistrer, de classer, de graver un disque, ni même de télécharger des fichiers et de les organiser. Il suffisait de toucher un écran. Le CD avait habitué l'auditeur à passer rapidement d'une piste à l'autre. Napster avait fait en sorte qu'acheter le disque cesse de paraître indispensable. iTunes a normalisé le fait de payer pour une seule chanson. Et le streaming a achevé le changement. Ni disque, ni chanson, ni téléchargement, seulement un accès continu. Et c'est précisément à ce moment-là, quand la musique était partout mais pesait de moins en moins comme objet et comme souvenir, que l'espace s'est ouvert pour la seconde vie du CD. Pendant des années, le streaming a gagné grâce à sa commodité. Avoir des millions de chansons instantanément était trop pratique pour qu'un format physique puisse rivaliser avec cela. Mais avec le temps, une sensation différente est apparue. Écouter de la musique n'est pas la même chose que la posséder. Tout est disponible, oui, mais presque rien ne semble vraiment t'appartenir. Et c'est là que le CD commence à retrouver de la valeur. Parce que le disque compact a trouvé une place très précise sur le marché actuel. Pendant longtemps, on a tenu pour acquis que le retour du format physique n'était qu'une lubie nostalgique de gens qui avaient déjà connu cette époque. Mais les données suggèrent quelque chose de plus complexe. La génération Z est particulièrement impliquée dans l'essor des formats physiques. Et dans ce panorama, le CD possède un avantage évident. Il occupe un juste milieu très séduisant. Il est plus abordable que le vinyle, plus simple à utiliser, prend peu de place, permet de posséder la musique de manière tangible et n'exige pas un investissement particulièrement élevé dans une chaîne pour commencer à en profiter. On ne l'achète pas uniquement par nostalgie. Dans bien des cas, on l'achète parce qu'il fonctionne très bien comme objet culturel, comme pièce de collection et aussi comme une manière assez directe de dire quelque chose sur ses goûts. Comme il y a des décennies, ce que tu as sur l'étagère fait aussi partie de ton identité. Et certains artistes ont parfaitement compris ce changement. Il ne s'agit plus seulement de sortir un album et de le mettre en ligne sur les plateformes. Il s'agit de faire de cette sortie quelque chose qui mérite d'être possédé. Taylor Swift en a été l'un des exemples les plus clairs. En 2025, The Life of a Showgirl a terminé l'année comme l'album en CD le plus vendu dans le monde, avec environ 1,9 million d'unités écoulées dans ce format. Ce ne sont pas des écoutes, ce ne sont pas des équivalents streaming, ni un chiffre gonflé par une catégorie ambiguë. Ce sont des CD de vrais disques compacts. Et un chiffre pareil, dans le contexte actuel, est impressionnant. Et puis, il y a la K-pop, qui comprend ce terrain mieux que presque tout le monde depuis des années. De tous les CD vendus dans le monde en 2025, on estime que la K-pop a représenté plus de 50% du volume total des ventes, dépassant tous les autres genres réunis dans ce format précis. Dans l'univers de la K-pop, le disque n'est pas vendu seulement comme de la musique, mais comme une expérience complète. Il y a différentes versions, des pochettes alternatives, des livres photos, des cartes à collectionner, des extras visuels, et cette sensation constante que chaque édition possède quelque chose qui lui est propre. L'acheteur ne repart pas seulement avec des chansons, il repart avec un objet, une pièce d'une communauté, une preuve d'appartenance. Et c'est là que le CD trouve son nouveau rôle avec une très grande clarté. Il n'entre plus en concurrence pour être le format universel de toute l'industrie, mais il fonctionne très bien comme support pour le fan qui veut quelque chose de plus qu'une simple écoute. Il veut posséder, garder, classer, collectionner et faire partie de quelque chose. Et en plus, il emporte une musique d'excellente qualité dans un format qui conserve énormément de sens pratique. Et avec tout ce que nous avons raconté, la vidéo d'aujourd'hui s'arrête ici. Si tu as aimé ce parcours, à travers la naissance, l'essor, la chute et le retour fascinant du CD, n'oublie pas de t'abonner et de laisser ton like. Dis-nous dans les commentaires si tu achètes encore des disques compacts
ou si tu y es revenu après des années. On adorera te lire. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo.